Donc, merci déjà d'être venu ce matin. Nous sommes une trentaine quand même, donc ça c'est merci à tous. C'est notre premier webinaire avec Mercatel et avec Miracle. Donc, chacun des orateurs va se présenter à la suite de ma petite introduction. En fin de semaine dernière, Content Square, qui est un cabinet d'analyse, a posté, a diffusé les résultats d'une étude qu'ils ont fait sur pas moins de 26 pays et 22 industries. Je vous donnerai le lien des résultats de cette étude. Et il apparaît que le trafic sur Internet, ce qui est nouveau pour personne, hein, c'est pas un scoop hein, que je vous raconte là, le trafic sur Internet a progressé de 7% sur les derniers jours en fait de la crise sanitaire là, au mois d'avril, avec une conversion d'achat qui a augmenté de 2,1%. Et ce trafic et ces achats, en fait, ces conversions d'achats, n'ont de cesse d'augmenter. Donc, il y a eu une flambée et ça se poursuit avec une prépondérance sur tout ce qui est grande distribution, marketplace, et essentiellement sur les marketplaces, sur tout ce qui est high-tech et équipement de la maison. Donc ça, c'est plutôt génial de voir ces performances exceptionnelles qui se poursuivent malgré finalement cette période pas forcément agréable, en tout cas pas pour tout le monde. Et donc, du coup, ce que l'on s'est dit il y a une quinzaine de jours avec l'association Mercatel et avec Miracle, eh bien, il serait peut-être bien de partager avec vous ce que l'on constate sur le terrain de manière très pragmatique finalement. Hein. Et aujourd'hui, l'idée, c'est donc d'échanger avec vous et de partager sur vendre sur une marketplace ou créer sa propre marketplace. Est-ce réellement un nouveau terrain de jeu? Est-ce que c'est une transformation des usages? Et puis surtout, comment on y va et pourquoi faire? À quels enjeux et à quels challenges finalement les marketplaces répondent-elles? Et comment ne pas éviter l'écueil? Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est déjà que Jean-Michel Chanavas de Marketel se présente, Jordan Grayson, mon collègue donc chez Limonetic. Donc moi, je suis Corinne Estève et je suis directrice marketing et communication de Limonetic. Et Jordan se présentera, donc il est notre directeur des ventes. Et Dickel Soria, qui lui est chez Miracle, VP IMIA au marketing. Donc, Jean-Michel, si tu veux bien te présenter et présenter également Mercatel, s'il te plaît. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Jean-Michel Chanavas, je suis le délégué général de Mercatel depuis 5 ans maintenant. Et j'ai fait toute ma carrière dans le retail auparavant. Et donc pour Mercatel, c'est une association qui a maintenant 32 ans ou 33 ans, enfin, je ne sais plus, et ça passe tous les jours. Non, mais plus de 30 ans de réflexion sur le rôle le rôle de la technologie dans le retail. Donc, je pense on voit bien qu'en ce moment, on est en plein dedans, là. En dehors de ce sujet-là, on est aussi une fédération professionnelle qui met en avant sur le sujet de la vente, du front de vente, en particulier de l'encaissement et du paiement, les besoins et les fonctionnalités qui sont nécessaires, notamment en matière de standards pour le commerce de détail. Donc, c'est vrai que notre histoire, qui est donc trentenaire, est d'abord l'histoire du commerce physique. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que j'entends moi par ce qu'est une marketplace, mais c'est sûr que fonctionnellement, en tout cas, on n'a rien inventé. Et c'est formidable de voir que même à distance, le commerce est toujours un grand recommencement.
Jordan? Merci. Est-ce que tout le monde m'entend, Corinne? C'est bon? Non. Très bien. Alors, donc moi, je suis par téléphone. Donc, vous voyez mon téléphone. Donc, moi, je suis Jordan Graison, directeur commercial et partenariat chez Limonetic, donc qui est une plateforme de paiement et de gestion des flux financiers pour les acteurs du paiement et pour les marketplaces. Donc, on a déjà accompagné, nous, plusieurs marketplaces dans le déploiement et le lancement de certains produits de leur paiement ou de l'entièreté de la gestion de leurs flux. Donc, je pense notamment à ManoMano, à Deliveroo ou à VP qui sont actuellement nos clients et avec qui on travaille tous les jours. Et je suis ravi de faire ce webinaire et de voir que effectivement, le sujet marketplace a attiré beaucoup de monde. Donc, on va se faire un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Dickel? Bonjour à tous, Dickel Soria de Miracle, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, ravi d'être avec vous ce matin. Donc, moi, j'ai rejoint Miracle en 2019. Miracle, c'est le leader mondial des solutions technologiques pour ces opérateurs de marketplace. Nous accompagnons aujourd'hui un peu plus de 250 clients à travers le monde, je dirais dans une cinquantaine de pays. Un petit peu comme le disait Jean-Michel, on a évidemment commencé par le retail, mais on en parlera un petit peu aujourd'hui. On travaille énormément sur des nouveaux use cases, notamment sur ces marketplaces B2B. Et on voit de plus en plus, notamment au travers de la crise actuelle, l'émergence aussi de ces marketplaces d'achat qui représentent un use case de plus en plus important. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous les trois. Je vais vous poser 3 petites questions et je vais vous demander de répondre dans le chatter. Ces questions, en fait, ont pour objectif de mieux orienter également le partage d'informations de nos invités. Donc déjà, pour vous, qu'est-ce qu'une marketplace? Je ne vous demande pas de me faire un roman, je vous demande juste en quelques lignes, en quelques mots, de me dire pour vous, qu'est-ce qu'une marketplace? Là, je m'adresse aux participants. Parce que si je m'adresse à mes invités, eux, je sais ce qu'ils vont me répondre. Pas forcément. Pas forcément. Plusieurs commerçants sous un même toit, centralisation de vendeurs sur un même site, oui, une place de marché, bien sûr. Qui sont vos clients? Plateforme et hub, ok, tout le monde, canal de vente particulier, différents propriétaires. Et en quoi une marketplace répondrait-elle à votre challenge? Ça, c'est un peu de la prospective, voire peut-être que vous avez déjà cette réflexion ou déjà en projet. Plateforme de mise en relation acheteur. Il faut bien vivre. Élargir la gamme. Je pense que tout le monde peut voir le chatter. Une offre largement diffusée, oui, en effet. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et donc, du coup, pour mes invités cette fois-ci, aujourd'hui, même chose, hein, ce n'est pas un scoop. On constate vraiment une accélération de toute l'économie numérique et également des changements dans les usages de consommation. Le web, on l'a vu en introduction, explose. Il y a une accélération de la transformation digitale au sens très, très large. On peut également constater que de plus en plus de commerçants, magasins, boutiques qui n'avaient pas forcément sauté le pas de la digitalisation, finalement se précipitent sur ce nouveau terrain de jeu, pas forcément de manière très organisée parce qu'il y a pas mal finalement de chemins, de traverses, un petit peu soit encombrés, soit chaotiques. Et donc, tout cela, cette
mise en œuvre du web, cette digitalisation de tout type de business arrive de manière massive. Et donc, on est devant un constat, devant un contexte qui est accéléré par la crise. Jean-Michel, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton côté? Qu'est-ce que tu constates au niveau des membres, des adhérents de l'association, de toutes les discussions que tu peux avoir avec plein de gens, finalement, plein d'entreprises sur notre marché? Oui, moi ce que je trouve, hein, mais je peux dire c'est une évidence, c'est la prise de conscience hein, qu'il faut, pour beaucoup, dans l'urgence, hein, inventer des nouvelles formes de vente. En fait, les sujets dont on parle, ils étaient quand même largement à l'œuvre. Hein. La question de marketplace, elle est très très présente depuis il y a maintenant plusieurs années, même si elle connaît une accélération. C'est donc plus un phénomène qui s'étend à une population qui ne voyait pas l'urgence en fait de cette forme de visibilité, de cette forme de commerce. Là, je parle de marketplace qui apparaît. Hein. Bon, évidemment que les premiers touchés, mais qui sont aussi extrêmement réactifs, sont tous les indépendants et tous les gens dont les commerces se sont arrêtés, hein, qui ont été extrêmement nombreux finalement à mettre en place très vite des nouvelles méthodes de vente. Moi, j'ai l'exemple dans ma ville des commerçants du marché, en fait, hein, qui se sont organisés pour transformer leur métier dans de la vente à distance avec de la livraison à domicile en moins d'une semaine, en fait. Hein. Bon. Donc, il y a à la fois une accentuation de grandes tendances hein, et l'arrivée d'un grand nombre, et là, je pense que ça rejoint bien notre sujet, d'un grand nombre d'acteurs. Et évidemment que ces acteurs, ils ont besoin et ils cherchent à être fédérés, en fait. Alors, souvent, d'ailleurs, ils étaient déjà fédérés, parce que si je prends l'exemple de ces, sans le savoir, sans en avoir pleinement conscience, ces acteurs du marché de la ville, hein, marché, ils étaient fédérés par quoi? Par un même toit, en fait. Certes, on venait les voir en tant que commerçants individuellement, mais on allait surtout au marché. Voilà. Donc, je pense que en revenant à l'essence même de ce qu'est le marché, on voit bien pourquoi aujourd'hui, en fait, ce sujet est tellement à l'ordre du jour, est tellement crucial à résoudre et pourquoi il intéresse autant de monde. Merci Jean-Michel. Jordan? Est-ce qu'on m'entend? Je refais un check à chaque fois. Donc ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel. En fait, c'est vrai que le format marketplace, c'était un format qui existait déjà. Fnac a lancé sa marketplace en 2009. Cdiscount existe depuis 2011. Donc on n'a pas réinventé la roue en fait. On n'a pas réinventé la roue. Ce qui est assez intéressant dans ce contexte de crise, c'est que c'est des acteurs qui à la base n'étaient pas les cibles privilégiées pour devenir des marketplaces, qui commencent à se poser cette question-là en se disant mais voilà, je suis un petit commerçant indépendant. Si je me regroupais, on se regroupait dans une plateforme pour pouvoir assurer une continuité de service aux consommateurs, en fait, potentiellement, ça pourrait effectivement changer la donne. Ou après des entreprises qui avaient hésité à sauter le pas et qui, face à la crise, se sont retrouvées un peu démunies et se sont dit bon, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour pouvoir nous-mêmes nous transformer. Donc la crise a effectivement été un catalyseur pour d'autres populations qui n'avaient pas été entre guillemets converties à la parole de la marketplace. Moi, je vois ça aussi. Et on a assisté bien sûr à une augmentation des transactions sur ceux qui s'étaient déjà lancés. Côté Limonetic, c'est vrai que sur la partie place de marché,
on a vu une augmentation assez substantielle des ventes et une vraie résistance en fait de tous ces commerçants qui avaient fait le choix du modèle place de marché. Ouais. Merci. Dickel? Alors, Jordan disait, on n'a pas inventé la roue, mais on est quand même un peu obligé de parler d'un monsieur qui a sorti une roue, s'appelle le Flying Wheel, et ce monsieur s'appelle Jeff Bezos. Donc, je suis quand même un peu obligé de parler de lui parce que c'est difficile de parler de modèle marketplace sans parler d'Amazon. Les définitions qui étaient dans la fenêtre du chat étaient très intéressantes. Il y a quelqu'un qui a parlé d'extension de gamme. Donc, cette flying wheel de Jeff Bezos, elle commence par l'extension de gamme. C'est-à-dire que plus la gamme est élargie, plus l'expérience de client est intéressante. Et plus l'expérience de client est intéressante, plus il y a du trafic et ça va encourager des vendeurs tiers à rejoindre cette marketplace. Donc, pour revenir à cette définition, donc, il y a des opérateurs qui permettent la présentation d'offres tierces qui vont pouvoir rencontrer un public de plus en plus large. Donc, aujourd'hui, la part de transactions marketplace d'Amazon a progressé en 20 ans de 3% à aujourd'hui quasiment 60%. Donc, quasiment 60% du chiffre d'affaires d'Amazon, qui est évidemment colossal, vient de parties tierces. Donc, et si on rajoute à ça la partie d'Alibaba et puis tous les autres acteurs du modèle, aujourd'hui, 50% de l'e-commerce mondial passe par des marketplaces. Donc, ça témoigne du succès du modèle. Pour ce qui est du contexte économique, je confirme un petit peu ce que dit Jordan, c'est-à-dire qu'on a constaté chez Miracle dans l'ensemble des catégories produits des changements par rapport à la crise. Pour tout ce qui est habillement, c'est une croissance, mais une croissance pas forcément aussi forte que nos marketplaces plutôt généralistes, nos marketplaces dans tout ce qui est électronique, puisque les gens se sont un petit peu équipés pour travailler de la maison. Donc là, on a 100% et même plus de 100% de croissance. C'est évidemment un petit peu plus compliqué pour nos marketplaces qui sont, par exemple, dans le domaine de l'ameublement ou nos marketplaces qui sont dans tout ce qui est hospitality, c'est-à-dire hôtellerie, etc. Mais je peux, moi, témoigner d'un succès du modèle marketplace pendant la crise, qui est l'initiative qu'a lancée Miracle à la demande du gouvernement français, qui est de fournir une marketplace pour faciliter la distribution de produits de protection au personnel hospitalier. Donc, nous avons lancé ça il y a un mois et en un peu plus d'un mois, on a vendu des vendeurs tiers ont vendu plus de 30 millions de produits de protection, 17 millions de masques, 600 000 litres de gel et tout ça en très très peu de temps. C'est-à-dire qu'on a lancé cette marketplace en 48 heures et on a commencé le recrutement des importateurs de masques, etc. Donc, cette marketplace s'appelle stopcovid19.fr. Elle témoigne de l'agilité du modèle. Voilà. Oui, d'ailleurs, ce projet, donc Stop Covid-19, a été mené avec Webhelp et avec Limonetic pour c'est ça, Dickel, hein? Alors, je le répète pas à chaque fois, mais dans tout ce que fait Miracle, on ne peut rien faire si on n'a pas nos partenaires de paiement que sont Webhelp et Limonetic. Dans la fenêtre du chat, il y a quelqu'un qui a parlé de mise en relation. J'insiste sur le fait que oui, il y a cette première partie qui est la mise en relation, mais la puissance du modèle de marketplace, c'est l'aspect transactionnel.
Et l'aspect transactionnel, elle est valable pour des produits, mais aussi pour des services. On a de plus en plus maintenant des services qui sont proposés par des marketplaces et souvent des produits en complément des services. Donc, à la fin, il y a une transaction et on ne peut pas réaliser ces transactions sans nos partenaires qui puissent assurer les moyens de paiement et tout ce qui est fulfillment, livraison. Et ça, à la fois pour le B2C qu'on connaît tous en tant que consommateur, mais de plus en plus pour les achats professionnels. Et du coup, moi, j'entends énormément de promesses. Ça fait briller les yeux, ça laisse plein de champs ça ouvre plein de champs de possibles. Et donc, du coup, quels sont les challenges finalement auxquels répondent les marketplaces en dehors de nous promettre un succès certain demain? Jean-Michel, est-ce que tu peux me répondre ou en tout cas orienter une piste? Écoute, bon, non, mais je vais revenir sur ce qui vient d'être dit un petit peu. Je pense que c'est intéressant, hein, évidemment, de reparler d'Amazon. Moi je pense quand même, hein, c'est intéressant d'ailleurs que il y a une tendance hein, souvent dans les startups et en particulier dans le e-commerce, c'est d'essayer de réussir dans le B2C et finalement de faire de l'argent dans le B2B. Essayer de réussir dans le B2C, évidemment, c'est la consécration pour chaque créateur, être reconnu par une masse de gens. Et puis finalement, on se rend compte que ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Et, mais qu'au passage, pour arriver à faire ça, on a construit en fait des compétences hein, qui, elles, peuvent être revendues. Et finalement, la marketplace, c'est une façon de transformer des compétences et évidemment une notoriété, de la transformer, enfin en l'occurrence, marketplace, c'est B2B2C, hein, de transformer, mais dans B2B2C, il y a B2B, de transformer des investissements pour les faire, pour les rendre rentables, hein, avec d'autres moyens que ceux de s'adresser directement aux clients. Et donc, c'est vrai que ce qui est intéressant du coup, c'est de réfléchir à tous ces modes de nouvelle intermédiation. C'est-à-dire qu'une fois que chacun, quelle que soit la façon dont il travaille, s'est dit, mais moi, l'intermédiation directe et le direct client, ben, finalement, c'est qu'une partie de mon business. Comment et par quelle forme de autre intermédiation je peux élargir ma capacité à réaliser un plus grand volume d'affaires. Et si on le prend comme ça, on voit que effectivement, il y a des modèles qui sont très dominants, hein, très généralistes, hein, et qui d'ailleurs, dont on voit mal ce qui pourrait les empêcher de continuer à prospérer comme Amazon. C'est-à-dire finalement, c'est tellement incontournable que tout le monde y vient, et comme tout le monde y vient, c'est encore plus incontournable et on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Mais donc on peut réfléchir, en fait, il faut réfléchir, je crois, à d'autres modèles qui d'intermédiation qui sont des modèles de marketplace, mais qui vont être plus thématiques. Hein. Alors, excellent exemple à l'occasion de la crise, là, hein, avec cet exemple qui nous est donné sur le Covid, mais d'autres exemples peuvent être sur de la verticalisation de l'offre, sur de la complémentarité d'offres. Hein. On a eu des discussions passionnantes avec SNCF, par exemple, sur qu'est-ce qu'on vend en fait, hein. Est-ce qu'on vend des billets de train? Est-ce qu'on vend donc on élargit? Est-ce qu'on vend du transport? Est-ce qu'on vend un séjour? Est-ce qu'on vend un rêve? Voilà. Et tout ça, finalement, donne est-ce qu'on vend alors, si je reprends mon exemple de marché, hein, est-ce qu'on vend virtuellement un lieu physique? Il y a beaucoup de modèles.
et de modèles qui, en fait, sont complexes parce qu'ils vont additionner, en fait, des produits de nature différente, avec des durées de vie qui peuvent être différentes, avec, par exemple, vendre un produit avec de l'assurance. Donc, tout ça, ça ne se paye pas de la même façon. Donc il va y avoir l'émergence en fait de la complexité au fur et à mesure que, je pense, la palette des offres de marketplace va s'étendre. C'est ça qui est Jordan, passionnant. Oui, je vais réagir à j'ai noté deux, trois points entre ce que disait Dickel et ce que disait Jean-Michel. C'est vrai que le modèle marketplace, il est intéressant parce qu'il permet effectivement d'élargir la gamme, d'imaginer des nouvelles expériences parce qu'il y a cette promesse du one-stop shop qui plaît beaucoup dans le e-commerce. Mais il faut pas négliger que plus on additionne les complexités, plus en fait il va y avoir un impact après sur toutes les sur tous les composants en fait qui vont faire par exemple le transactionnel. Parce que c'est vrai que ce que disait Nickel, c'est que aujourd'hui une marketplace e-commerce, elle n'a d'intérêt que si elle est transactionnelle, c'est-à-dire si à la fin on peut payer. Le modèle Alibaba des années 2000 où le client était juste mis en relation et ça s'arrêtait là, bon, c'est un petit peu limité. Donc, il y a obligatoirement l'aspect transactionnel. Mais dès qu'il y a l'aspect transactionnel qui vient en jeu, il y a tout de suite toute la réglementation qui est liée au paiement et à la connaissance du client. Donc, la réglementation européenne, la réglementation européenne protège plutôt bien les acheteurs et les vendeurs, parce qu'on a rapidement le régulateur européen et français a pris les choses en main. Donc, ils ont ajouté peut-être une surcouche de complexité, mais qui protège tout le monde, mais qui, en plus, ajoute malheureusement pour les e-commerçants qui veulent lancer leur place de marché une complexité supplémentaire parce qu'il y a tous ces aspects réglementaires à gérer. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, ça fait partie de la logique d'intermédiation. Quand on devient un intermédiaire en service financier transactionnel, on prend des risques. Et donc, ces risques, il faut bien sûr les mesurer, les quantifier, bien s'entourer, parce que c'est très important, surtout qu'une place de marché, quand elle se lance, je veux dire, elle connaît rien à la réglementation parce que c'est pas son travail. Parce que quand une place de marché, elle se lance, sa seule ambition, c'est de recruter des vendeurs et d'attirer des acheteurs. Voilà. Donc après, quand on vient lui dire, bah oui, effectivement, mais alors attention, vous avez la première réglementation, la deuxième réglementation, c'est la service de paiement en Europe. Ah, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Il y a quand même toute une complexité qui doit pas être, comment dire, mise de côté, mais qui ne doit pas être totalement internalisée par la place de marché, parce que sinon on n'en sort jamais. Et en fait, un projet qui peut être sympa sur le papier avec une belle promesse peut rapidement devenir un cauchemar à déployer en interne. Donc c'est très très important d'être accompagné et de bien comprendre que la marketplace c'est un nouveau canal de vente. Je disais ça tout à l'heure dans le chat. Je trouve ça très intéressant de dire que la marketplace est un nouveau canal de vente et pas une émanation d'un site e-commerce. Non, non, c'est un nouveau canal de vente. Comme quand vous lancez le Drive ou Click and Collect ou une autre expérience de client. C'est très, très important de considérer la marketplace comme son propre canal de vente qui a ses propres règles et qui sont différentes du e-commerce. Merci Jordan. Dickel, tu l'auras remarqué, je ne suis pas Jeff Bezos, mais par contre, tu m'as fait rêver avec les chiffres annoncés tout à l'heure d'Amazon. Et si j'ai l'ambition de devenir le prochain Amazon, quelle est l'énergie finalement qu'il va falloir que je mette dans mon projet? Quels sont les investissements, l'organisation, l'expertise? Jordan nous en a un petit peu parlé, mais je me lance, j'ai la prétention d'être la prochaine marketplace concurrente Amazon. Je fais quoi? Quelle est l'énergie que je dois mobiliser? Alors, l'investissement, l'énergie à mobiliser est un petit peu lié à l'objectif qu'on se fixe. Donc, si je prends un petit peu ce qui est intéressant dans ce que disait Jean-Michel, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs modèles.
tu as les modèles de croissance généraliste, c'est-à-dire des gens qui essayent vraiment de se focaliser sur l'extension de gamme et la marketplace est le modèle qui peut passer à l'échelle le plus rapidement possible. Et là, il faut vraiment investir dans le recrutement des vendeurs tiers. C'est-à-dire que c'est un poste d'investissement important, c'est une énergie, pour reprendre ton terme, assez important à mobiliser. On se rend compte aujourd'hui dans les marketplaces B2B que l'investissement dans l'accompagnement des acheteurs est aussi très important. Ça devient aussi un poste d'investissement important. Pourquoi? Parce que tous ces acheteurs dans le B2B ne sont pas digitalisés. Il y a des problématiques de moyens de paiement et de modes de paiement par acompte, compte séquestre, etc., qu'on retrouve beaucoup dans le B2B, qui sont des logiques qui sont quand même nouveaux dans une expérience digitale en ligne. Donc, l'accompagnement de l'acheteur, l'accompagnement du vendeur. Il y a évidemment la plateforme technique, le front-end e-commerce, mais tout ce que fournit Miracle, c'est-à-dire tout le back-office de gestion entre le fulfillment, le paiement, la gestion de catalogue, qui est une très grosse partie, donc à ne pas négliger. Et puis, il y a aussi un poste d'investissement marketing qui sous-tend un petit peu sa stratégie. Nous avons beaucoup de clients chez nous qui ont eu des stratégies un petit peu différentes. Des gens qui ont utilisé la marketplace comme test d'un nouveau canal, mais qui se sont lancés sur une nouvelle marque. Et du coup, qui ont dû investir marketingement sur le développement d'une marque en référencement en ligne, en présence en ligne, et pour bâtir une nouvelle communauté. C'est un choix. Aujourd'hui, Limonetic et Miracle ont un client phare dans le B2B qui s'appelle Conrad. Nous avons un webinar à 14h aujourd'hui où Alej Drabek, le patron de Conrad, va raconter comment il a lancé séparément et une fois que c'est parti, il l'a ramené dans le site phare d'un mothership, comme on dit, de Conrad, une fois que c'était bien lancé. Donc, l'investissement en marketing, le développement de l'audience, c'est une partie également très importante. Donc, tout ça pour dire que les objectifs d'investissement, les postes à mobiliser doivent sous-tendre un petit peu la stratégie de départ. Merci. Jordan, si tu veux rebondir sur ce sujet de mise en place et de stratégie. Oui, donc c'est vrai qu'on a vu avec Conrad, nous, une augmentation substantielle du volume de vente une fois que Conrad a été réintégré effectivement dans le site principal. Donc ça a commencé tout doucement et Conrad a explosé au bout de 1 ou 2 ans. Donc c'est un produit d'investissement, comme disait Dickel, ça prend du temps. Donc il faut parce qu'il faut recruter les vendeurs. Il faut recruter les vendeurs. Recruter des vendeurs, c'est vrai qu'il faut mettre en place une stratégie de recrutement des vendeurs importante parce que et puis il faut faire attention aussi aux vendeurs. C'est-à-dire que vouloir étendre une gamme, il faut avoir une certaine cohérence dans les vendeurs, dans leur origine géographique, par exemple. Nous, on a vu, en prenant aussi en compte ces contraintes de l'origine géographique des vendeurs et de la partie réglementaire, parce qu'en fait, enrôler un vendeur chinois, c'est pas enrôler un vendeur allemand. C'est vraiment différent, parce qu'il n'y a pas les mêmes réglementations. Les régulateurs, par exemple européens, sont très frileux, et ça, c'est un peu d'expérience aussi dans mon passé dans le transfert d'argent international sur ce qu'on appelle certains corridors qui sont à risque. Donc, il faut pas non plus négliger sa stratégie de recrutement des vendeurs parce que c'est vraiment déterminant et en fait se dire que on va recruter par exemple que des vendeurs chinois, c'est pas une bonne idée parce que alors ils vont en plus amener une dynamique de compétitivité trop importante dans la marketplace parce que leurs prix seront beaucoup plus planchers et beaucoup moins chers.
potentiellement créer des disputes clients parce que les produits seront pas toujours de bonne qualité. Donc, vous pouvez avoir des problèmes de disputes clients derrière. Comment on les gère avec votre acquéreur, parce que très souvent, ça va être avec de la carte. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même aussi une stratégie de choix des vendeurs qui va avoir un impact aussi sur l'onboarding des vendeurs derrière et dans la qualité du service au global pour la marketplace et puis dans son comment dire dans la qualité au que perçue par le consommateur ou l'utilisateur des services de la marketplace. Jean-Michel, est-ce que toi tu constates des besoins ou des orientations stratégiques particulières? Écoute, moi, ce que je retiens, hein, c'est que une marketplace, c'est un projet. Enfin, je veux dire, si on veut la créer, après, en tant que participant, c'est pas la même chose, évidemment, qu'en tant qu'initiateur. Hein. Ce sont deux perspectives qui sont très différentes, mais dans tous les cas, c'est un projet. Et donc, un projet de vente, c'est pas simplement ouvrir un magasin, c'est aussi s'assurer de l'amont, de l'approvisionnement, s'assurer de la relation client, s'assurer du paiement. Et je pense que ce qui est important, c'est de regarder les choses de manière globale. Hein. Qu'est-ce qui fait le succès d'Amazon? On va dire, c'est pas tellement l'expérience client sur le web. Hein. C'est évidemment l'offre au sens de la largeur, mais la qualité d'exécution d'un point de vue logistique, en fait. Hein. Donc, ce qui est important quand on le projet, c'est bien de déterminer où est-ce qu'on va investir, mais de voir les choses de manière globale. Et il y a des choix à faire. Justement, en termes de choix, moi j'ai une question sur est-ce qu'il vaut mieux que je crée ma marketplace ou que j'embarque ma marque sur une marketplace, que je devienne donc vendeur de marketplace? Stratégiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'il y a une bonne pratique? Est-ce que c'est méthodologiquement parlant un choix simple? Qu'est-ce que l'on peut en dire? Parce que finalement, si je mets ma marque sur une marketplace, ce que l'on pourrait également conseiller de manière simple à des commerçants qui voudraient monter une marketplace, on a bien compris que c'était absolument stratégique, mais aussi très complexe, voire un peu dangereux, parce qu'il y a tout l'aspect fraude également à prendre en compte, que l'on n'a pas forcément développé là. Peut-être que je suis commerçant, autant vendre sur une marketplace plutôt que moi-même créer une marketplace et du coup embarquer toute la complexité qu'il y a derrière. Est-ce que par rapport à ça, vous avez une préconisation, une recommandation à fournir? Moi, je veux bien répondre avant tout le monde là-dessus. Parce que moi, je trouve qu'il ne faut pas du tout opposer les choses. Hein. Je pense que l'apprentissage qu'on peut avoir là, c'est qu'on peut être à la fois la marketplace et accueillir des gens et être accueilli. Parce que si je suis, alors je vais reprendre mon exemple de parcours professionnel. Quand je suis les Galeries Lafayette, hein, je suis à la fois une marketplace, one-stop shopping, boulevard Haussmann, j'accueille énormément de marques, etc. Mais quand je suis dans un centre commercial, je suis une partie d'une marketplace qui est plus grande, hein, qui m'héberge. Bon, ça c'est un exemple simplissime. Et je pense qu'on a tous intérêt à essayer de raisonner comme si on était à la fois partie d'ensemble, pluriel, et à l'origine d'une offre fédérative. Et ça c'est presque donné à tout le monde, en fait. Et c'est ça, évidemment, parce que ça, physiquement, c'est très compliqué, mais virtuellement,
c'est beaucoup plus envisageable et rapidement. Jordan? Je suis tout à fait d'accord, aligné avec ce que dit Jean-Michel. C'est vrai que c'est très intéressant de faire le parallèle avec les centres commerciaux. On peut très bien être intégré dans un centre commercial et puis avoir sa propre boutique sur une grande rue passante où s'appelait les Galeries Lafayette. C'est tout à fait vrai. Et en fait, on l'a vu là avec la crise, par exemple, certaines marques de luxe qui vendaient pas forcément online ou qui avaient un site boutique assez limité, ont commencé à vendre sur les places de marché. Donc, j'avais vu, je crois, il y a Gucci qui a fait ça, qui s'est inscrit, qui a créé sa boutique dans Alibaba parce que, en fait, finalement, ils se sont dit, pourquoi pas vendre en place de marché. Après, ça s'oppose pas, c'est assez complémentaire, mais en fait, c'est pas les mêmes. Pour moi, c'est pas les mêmes objectifs. Aller vendre sur une marketplace qui est déjà reconnue, c'est pas la même chose que de vouloir créer sa marketplace parce que on n'a pas forcément la même expérience client. C'est pas la même expérience client qui est prévue, puis on n'a pas les mêmes responsabilités. Là, je lisais dans le chat quelqu'un qui a réagi sur la fraude. Par exemple, être opérateur de la marketplace, c'est prendre un risque sur la fraude qui est beaucoup plus fort que si on est un simple vendeur sur une grande place de marché comme Amazon ou comme Cdiscount. C'est pas du tout pareil, c'est-à-dire que les enjeux sont pas les mêmes, mais ils sont complémentaires effectivement. Dickel? Alors, entièrement d'accord pour dire que il y a les deux. Nous avons beaucoup de nos clients opérateurs qui vont aller choisir d'autres marketplaces sur lesquels ils vont vendre en fonction de l'audience, du footprint géographique de cette autre marketplace. Aujourd'hui, il y a pas mal de données qui peuvent être échangées, qui peuvent permettre de donner cette indication à un opérateur de marketplace, quelle est l'audience et quel est le marché géographique ou d'un point de vue de la segmentation marketing qui peut atteindre au travers d'une autre marketplace. On a toutefois des sujets de dilution de marque pour quelques très grosses marques. On a eu évidemment l'année dernière le sujet du retrait de Nike de Amazon, mais qui sont plutôt liés à des sujets de contrefaçon sur Amazon, où là, Nike dit je me retire, je vais vraiment me focaliser sur des canaux de vente que je maîtrise. Mais de façon plus large, nous, on a des marques comme Adidas qui vendent sur des marketplaces qu'on opère, qui clients de Miracle comme Afound du groupe H&M. Donc, où il n'y a pas pour eux forcément de sujet de dilution de marque. Donc, entièrement d'accord pour dire que ces deux stratégies ne s'opposent pas, mais l'opportunité de pouvoir, quand on est leader de sa verticale, de son secteur, l'opportunité que représente le fait de se mettre notamment en premier, si on est le premier à se lancer dans son industrie, l'opportunité que ça représente d'être le premier de l'écosystème à fédérer toute une offre autour de soi est quand même autrement plus importante que si je dis je vais aller vendre sur d'autres marketplaces et que je vais diluer comme ça. L'opportunité est quand même beaucoup, beaucoup plus grande de se lancer en tant que marketplace en fonction de son positionnement. Merci à tous les trois. Ce que je propose maintenant aux participants, c'est d'interagir avec nos invités et de poser vos questions, soit par chat, et à ce moment-là, je les indiquerai aux invités, ou alors directement, vous ouvrez vos micros et puis vous posez vos questions ou vous faites vos propres commentaires par rapport à ce que les uns et les autres ont pu partager.
Jordan, moi, je reprends, je ne vois pas apparaître de questions dans le chatter, de questions particulières. Ouais. Par contre, il y a une question sur, pas une question, le texte du chat, c'est une possibilité d'attaquer, donc une marketplace, c'est une possibilité d'attaquer de nouveaux marchés, par exemple, comme la Chine. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il ne fallait pas se réduire à un certain type de vendeurs. Pourquoi? En fait, en fait, c'est intéressant parce que après, Dickel l'a redit dans le choix des vendeurs. Donc, c'est ce qui a, mais ça je ne savais pas, ce qui avait poussé Nike à quitter Amazon, c'était le risque de contrefaçon et de fait qu'on contrefasse sa marque. Donc, et ça, c'est lié encore une fois à la sélection des vendeurs. Donc, c'est bien, c'est bien lié. Donc, c'est bien une stratégie d'ensemble et il faut bien voir ça comme une stratégie d'ensemble. Et donc, l'attaque de nouveaux marchés, et ça peut être l'attaque de nouveaux marchés pour les consommateurs. Donc, ça veut dire aller cibler des populations données sur une zone géographique. Donc, à ce moment, il faut aussi avoir les moyens de paiement qui vont bien parce que le monde n'est pas uniforme et on paye que dans le monde occidental avec des cartes. Dans beaucoup d'autres pays, on ne paye pas en carte. Visa Mastercard ne représente que 25% du trafic mondial en termes de transactions. Donc il y a la problématique de la zone géographique pour les acheteurs et ensuite après pour les vendeurs parce qu'il faut avoir aussi une sélection d'articles qui plaît au public. C'est-à-dire que si vous vendez à des Chinois, les Chinois n'achètent pas certains types d'articles. Ça ne les intéressera pas du tout. Potentiellement, je ne sais pas, vous êtes une marketplace qui vendait des vêtements, n'allez pas vendre de la lingerie affriolante à des Chinoises. Elles n'achèteront pas. Elles trouveront ça pas intéressant. Moi, je me souviens avoir vu un documentaire sur je crois que c'était Etam, oui, c'est ça. Et en fait, ils n'avaient pas les mêmes gammes en fonction de l'origine géographique des acheteurs. Et donc, du coup, dans le choix des vendeurs, ça va obligatoirement s'en faire ressentir. Et surtout, ce qui doit être affiché pour les acheteurs, parce que chacun n'a pas n'ont pas les mêmes envies en fait, et du coup, ils n'achètent pas les mêmes choses en ligne. Et Sarah nous a posé une question, donc je te garde, Jordan. Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un partenaire monétique? Ah, grande et vaste question qu'est le choix du prestataire monétique. On reviendra vers oui, Sarah. On peut revenir vers Sarah, mais en quelques mots, moi je pense qu'il y a attention à la multiplication des intégrations. Dans une marketplace, il faut faire attention à pas intégrer. Moi, je vois des fois certains de mes concurrents. Je vais les égratigner un petit peu, mais bon, ils me pardonneront. Beaucoup d'intégrations API. Il faut intégrer 15 verbes, 20 verbes, 30 verbes. C'est juste hyper complexe. Et puis, comment on fait après pour certaines choses essentielles pour une marketplace, surtout quand on est opérateur et qu'on vend déjà ses produits, c'est le panier mixte. Donc, comment on fait pour que le panier mixte et ces plateformes hyper complexes intégrées où souvent vous allez avoir une série d'API pour le cash-in, donc accepter les paiements, une série d'API pour le cash-out, faire sortir les paiements, une série d'API pour les comptes vendeurs, créer les comptes de tous les vendeurs dans l'infrastructure. Et il faut que tout ça se soit relié en plus. Là, si on utilise une solution comme Miracle, il faut que tout ça se soit synchronisé avec Miracle. Donc là, on est en train de décupler à chaque fois les complexités. Donc il faut vraiment s'assurer que le prestataire monétique, il ait une offre qui soit très unifiée, qui est pas du travail additionnel ou un travail d'intégration qui soit de 2 ans, parce que je vois déjà, nous, pour intégrer une API de paiement avec 5 verbes, il faut déjà 3 mois ou 6 mois. 3 à 6 mois. Alors, si vous avez 4 plateformes à intégrer, 2 ans, ah ben non, c'est pas entendable. Enfin, s'il y a que 2 ans déjà sur la partie monétique, je vous laisse imaginer après, en plus, le projet Miracle. Bon, votre marketplace, elle sortira jamais. Il faut vraiment avoir une plateforme monétique qui soit très intégrée. Et puis, il faut challenger son prestataire monétique sur l'outsourcing en fait des composants, parce que je ne connais pas un seul PSP qui n'outsource pas un bout de ses composants. Il n'y a pas d'offre parfaite où tous les composants existent chez le PSP. C'est impossible. C'est parce que on n'a pas une solution parfaite qui
répond à tous les besoins de tout le monde. Donc, il faut s'assurer que ce soit le plus simple à intégrer et puis surtout pas avoir trop d'ambition, pas voir trop grand, quoi. Pas vouloir se dire que le site e-commerce doit être la même chose qu'un marketplace. Sinon, en fait, c'est très complexe à mettre en place. Justement, tu parles du timing finalement pour que la marketplace soit lancée. Dickel nous disait tout à l'heure que sur le dernier projet, là, Stop Covid-19, le projet avait été mis en place très, très, très rapidement, de manière très, très réactive. Et Maurice demande quel est le temps moyen de mise en place d'une solution de ce type, donc solution intégrale. Donc, si vous voulez bien répondre, que ce soit toi, Jordan, ou toi, Dickel. Ouais, je vais commencer puis je laisserai Dickel terminer. Le temps moyen déjà sur la partie paiement, ça va dépendre de beaucoup de paramètres sur c'est quoi l'expérience client. Donc, plus vous faites une expérience cliente qui est compliquée, avec des vendeurs qui viennent de partout dans le monde, avec des multiples moyens de paiement, avec enfin voilà, plus vous démultipliez les complexités, plus le projet devient complexe. Et en fait, ce qu'on assiste souvent, c'est que le client va soit phaser le projet ou revoir ses ambitions à la baisse. Donc, une marketplace très basique avec potentiellement, par exemple, un encaissement carte et des acheteurs français, ça peut être fait très, très vite. Par contre, si vous me dites, ah oui, alors là, je voudrais PayPal, du 3 fois monétique garanti, et puis ci, et puis ça, et puis des vendeurs partout dans le monde, bon, bah, effectivement, là, ça va commencer à devenir un peu plus complexe parce que tous les moyens de paiement sont pas compatibles, il va falloir adapter. Donc, plus le scope est réduit en termes de vendeurs et d'acheteurs, et plus, en fait, ce sera plus rapide à mettre en place. En 15 jours, on peut faire une marketplace. Hein. C'est possible. Dickel. Ça a été fait avec Stop Covid. Alors, stopcovid19.fr, effectivement, le gouvernement appelle le mardi matin et le jeudi soir, la marketplace est lancée. Ça n'arrive pas très souvent parce que on est dans un cas où l'opérateur est celui qui développe le produit et connaît ses partenaires paiement avec une entité qui est en charge du recrutement des vendeurs, qui est la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances. Donc, ça va extrêmement vite. On sait à qui on vend. On vend à l'époque, il y a un mois, on vendait essentiellement, on proposait la marketplace essentiellement pour le personnel, les établissements hospitaliers. Aujourd'hui, on l'a ouvert les grands comptes et maintenant aux collectivités locales pour accompagner l'éducation nationale. Et du coup, ça peut effectivement aller très vite. Ça peut aller très vite dans le cas où le projet est extrêmement bien ciblé. Je dirais que les temps projet chez Miracle sont de l'ordre de 3 mois à 6 mois. C'est des projets d'envergure, avec des nouvelles équipes qui se montent, avec des déploiements multi-pays. Miracle a lancé en début d'année la marketplace de Tetra Pak, qui est une marketplace B2B, qui est un des premiers dans le manufacturing, food and beverage. C'est plusieurs pays, c'est des équipes projets dans plusieurs pays. Donc, il y a des projets qui sont qui ont des niveaux de complexité très différents, et donc je dirais de 3 à 6 mois. Merci. Dickel, une autre question pour toi. Je surveille en même temps le timing. Comment Miracle peut aider les opérateurs marketplace à suivre la qualité de service et la fiabilité des vendeurs? Alors, ça devient de plus en plus un gros sujet. Donc, aujourd'hui, nous, on a un premier sujet sur la réglementation, c'est-à-dire que de plus en plus, on est obligé d'accompagner nos clients opérateurs dans la définition des critères de livraison du J+1, de la qualité de documentation des produits, la compliance. Nous-mêmes, en tant qu'opérateurs sur stopcovid19.fr, le travail qu'on doit faire dans la création des fiches pour des vendeurs qui sont chinois, de vérifier que les normes européennes sont vérifiées, c'est beaucoup de temps. Donc, ça passe par un premier investissement dans l'éducation et dans la formation de l'équipe, l'équipe Seller Recruitment, celle qui est en charge de l'onboarding des vendeurs. Et on a une deuxième initiative qui est Miracle Connect,
qui est cette plateforme d'onboarding des vendeurs. Ça veut dire que met en place l'outil d'onboarding pour les vendeurs tiers de façon à ce que lorsqu'on rajoute des nouveaux opérateurs, tout ce premier boulot d'onboarding à la fois métier mais aussi technique sur les catalogues produits a déjà été fait. Donc, Miracle Connect se veut être cette plateforme sur laquelle on a pré-câblé des vendeurs tiers pour qu'au moment du lancement d'un projet opérateur, on puisse vraiment l'accélérer avec une communauté de vendeurs qui existent déjà. Très bien, merci. Une dernière question pour clôturer notre webinaire. Quelles sont les 3 idées clés pour chacun d'entre vous, très rapidement, quelles sont les 3 idées clés pour bien mettre en place une marketplace? 3 bullet points. Je vais me lancer. Les 3 idées clés, c'est il faut savoir quelle est l'offre et quelle est l'offre avec la gamme étendue. C'est-à-dire qu'une marketplace peut faire l'objet d'une certaine curation. Elle n'a pas besoin d'être extrêmement généraliste. Aujourd'hui, on est mercredi. Cette semaine, il y a eu 2 levées de fonds de marketplace. Back Market pour l'un et Odyssey qui va concurrencer Decathlon dans les articles de sport. Mais on voit tout de suite que c'est des marketplaces dont le ciblage est quand même extrêmement précis. Et du coup, ils ont déjà travaillé qui vont être leurs vendeurs. Donc, les idées clés, c'est quelle est mon offre, quelle est ma proposition de valeur, est-ce que je suis dans le reconditionnement de produits électroniques, est-ce que je suis dans des articles de sport et quel article de sport, et quelle est ma communauté de vendeurs qui va me permettre d'atteindre cet objectif. On ne fait pas de lancement si on n'a pas déjà, avant le lancement, une première communauté d'une 50aine de vendeurs avant de lancer. Ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, c'est après toute cette partie technique, réconciliation, contrat de service, CGU, etc., qu'il faut bien cibler. Bon, j'ai essayé de faire très vite. Merci, Nickel. Jordan? Première chose, ne vous prenez pas pour Airbnb ou Deliveroo. Ce n'est pas Airbnb ou Deliveroo qui veut. C'est des gens qui sont dont le business model est la marketplace. Donc eux, en fait, ils ont déjà compris toutes ces contraintes. Donc je pense vraiment qu'il faut que chacun son métier et que donc il faut qu'on soit accompagné. Donc l'accompagnement dans la mise en place avec Miracle ou même après sur la partie paiement, c'est très important. Deuxième idée, vérifiez bien vos périmètres de responsabilité. Qu'est-ce que vous faites dans cette marketplace? Est-ce que vous faites la tenue de compte? Par exemple, ça c'est un truc qui peut sembler un peu bizarre, c'est est-ce que vous, marketplace, vous devez dire à votre acquéreur comment se fait la tenue de compte? Pour moi, je trouve que c'est pas forcément la meilleure des actions à faire parce que ça sous-entend de toucher à l'ERP, faire des développements ERP, c'est hyper complexe parce que tous les ERP sont différents. Enfin, en tout cas, c'est des prestations d'achat, donc en fait, il faut modifier l'ERP, c'est des projets énormissimes. Donc bien comprendre ce qu'il y a derrière votre périmètre de responsabilité, vous faire accompagner correctement par votre prestataire de services de paiement, et puis bien challenger les prix. Challenger les prix, ça veut pas dire chercher le moins cher, ça veut dire chercher le meilleur rapport qualité-prix. Parce que pour un acquéreur, une marketplace, c'est un produit risqué, parce qu'il y a de l'intermédiation et il y a des risques de fraude. Ça a été dit dans le chat. Donc oui, il y a aussi ne pas chercher le prix le moins cher, parce que la marketplace, de toute façon, comme on dit, c'est un produit d'investissement. Et après, il ne faut pas non plus prendre le plus cher, mais il faut bien avoir conscience du rapport qualité-prix de la prestation qui vous sera proposée. Merci. Jean-Michel, je vais te laisser le mot de la fin. De mon côté, je vous remercie tous d'être restés jusqu'au bout du webinaire avec nous. On a essayé de respecter les temps et les temps de parole également. Merci à Mercatel d'avoir hébergé et organisé ce webinaire. Merci à Nickel et à Miracle d'être intervenus et d'avoir partagé autant d'informations. Et merci également à Jordan de Limonetic et d'avoir
contribué à la réussite de notre webinaire qui, j'espère, vous a appris pas mal de choses. Et n'hésitez pas à revenir vers chacun d'entre nous. Jean-Michel, la parole est à toi. Ah bah, nous, le webinar, c'est un peu comme la marketplace pour les commerçants, pour les fédérations professionnelles, hein. On apprend à travailler de manière différente et à reproduire d'une manière, voilà, d'une nouvelle manière ce qu'on essayait de faire avant, c'est-à-dire de partager des informations et de prévoir des interactions. Bah, donc, on est en train d'apprendre. Voilà, donc, si je devais un mot de la fin, quel que soit comme personne n'y échappera à la marketplace, eh ben c'est super d'y aller, ne serait-ce qu'en en tant que participant, parce que de toute façon, on ne perd pas son temps et ça permet de mieux appréhender les problématiques qu'on pourrait avoir si on était soi-même l'organisateur de la place de marché. Et bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Passez une très bonne journée. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.